Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode en duo où j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Benjamin Darial. Bonjour Benjamin, Salut Barbara. je suis ravie de t'accueillir, c'est un grand plaisir que de te recevoir sur le podcast. Bah écoute, moi aussi, j'ai été touché par ton invitation et je suis ravi de pouvoir contribuer à ce magnifique projet et de te revoir aussi toi après quelques années, puisque on s'est rencontrés déjà il y a quelques années maintenant. Donc je suis très content. Alors Benjamin, tu es spécialiste de l'accompagnement des personnes qui veulent peut-être se libérer du regard des autres et en particulier de la peur du jugement du regard des autres et qui veulent s'exprimer, qui veulent rayonner et rayonner ce qu'elles ont d'unique, leur originalité, moi j'appelle ça leur essence. Et c'est en particulier à propos de ce thème-là que j'ai envie de te recevoir parce que de mon point de vue, c'est un levier pour reprendre sa vie en main et peut-être même sa santé. Moi j'ai vraiment eu un avant et un après, je vais peut-être parler un tout petit peu de notre rencontre. On s'est rencontrés en... Alors moi, je t'ai rencontré en 2018. Je me renseignais à propos de l'hypnose et j'ai lu ton nom dans plein d'espaces, en particulier dans un livre. Et je suis allée chercher ce que tu offrais, ce que tu proposais. Et dans la suite de cette découverte de qui tu étais, tu as proposé un stage, une immersion qui s'appelait ou qui s'appelle encore Cheval en conscience. Et c'était une expérience d'une semaine dans un endroit magnifique en Dordogne où on était ensemble, un groupe j'allais dire de partenaires, d'expériences, d'exploration, pour reconnecter avec ce qui était de vivant à l'intérieur de nous et en particulier au niveau émotionnel, en immersion avec des chevaux. Et ça, c'est mon premier pas dans ton monde, dans ton environnement. C'est à ce moment-là que je te découvre. C'est une période qui est particulière pour moi parce que ça fait tout juste un an que Arnaud, mon époux, était décédé. Et donc, j'entamais la fin de cette première année avec toi, avec Dienava aussi. Et un peu plus tard, dans un processus de reconstruction et de cheminement pour savoir comment j'allais créer ce que j'avais envie de créer pour mes activités. Je t'ai découvert comme formateur en hypnose. Tu offrais à ce moment-là des formations. Et j'ai fait tout mon cursus d'hypnothérapeute auprès de toi et de tes enseignements. Et depuis, je chemine, je te vois rayonner, je te vois incarner ce que tu es à travers toutes tes facettes. Et ça me semblait, mais d'une évidence, de te recevoir sur Heal the World, en particulier parce que j'ai rejoint la conférence que tu as offerte quand tu as lancé ton programme d'accompagnement. Et on a parlé de visibilité et je me disais, mais où j'en serais si j'avais pas croisé ton chemin. Donc merci d'avoir cette conversation avec moi parce qu'effectivement, je pense que tu fais partie des gens qui m'ont inspiré et qui m'ont donné l'élan et l'envie d'en être où je suis aujourd'hui et aussi d'être sur le podcast. Waouh, quelle rétrospective et quelle présentation aussi de... Tu dis mieux que moi, t'arrives à dire avec des mots plus clairs et plus simples parce que ce que je fais, j'adore. Je vais te reprendre mot à mot comment t'as présenté mes activités et ouais, bah dis donc, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de thématiques et je suis vraiment content, touché, ému de, de savoir des fois, tu sais, avec le temps, quelles sont les graines qu'on a en fait semées sans le vouloir, en étant simplement soi, en faisant simplement ce qu'on aime, ce qu'on sait faire. Pour moi, c'était les stages avec les chevaux et les formations d'hypnose en ce qui concerne nos rencontres. Et de se rendre compte derrière comment ces graines, elles ont poussé, elles ont germé, elles ont poussé, elles ont fleuri, elles se sont transformées, mêlées à d'autres choses et tout. Et je suis fier de voir que t'en es là et que tu fais ce magnifique podcast et ton activité pro aussi, d'accompagnement. C'est magnifique. Bravo. Merci Benjamin. En fait, j'avais envie de te laisser l'espace pour te présenter aussi, peut-être dire tes mots à toi. Est-ce que tu as envie d'en dire, si tu as envie de rajouter des choses ou de le dire autrement? Bah, en vrai, c'est drôle parce que même si j'enseigne aussi aux gens à se présenter de manière le plus simple possible, je pense que j'ai un aspect, ce qu'on appelle un peu multi-intérêt, multipotentiel. Donc, aujourd'hui, c'est clair que j'ai une dimension dans la transmission et l'accompagnement. Du coup, je m'autoproclame coach, mais j'ai jamais fait de formation de coaching de vie, tu vois, professionnel. Donc, c'est presque
Pas facile de trouver un mot, mais en tout cas, mentor aussi, j'accompagne effectivement les gens dans un accompagnement qui s'appelle Ose et brille, donc orienté sur l'audace d'être soi, que tu as très bien décrit, et de rayonner, donc d'être vu, visibilité, de briller. Alors briller, c'est vrai que c'est un mot bon, qui peut des fois s'apparenter un peu au show business, à l'apparence, à l'ego, mais aussi ça peut être un rayonnement vraiment très intérieur d'une âme qui pétille, d'une âme qui se réalise et qui s'exprime. Et du coup, j'amène les gens, voilà, aujourd'hui, à, à oser exprimer leurs facettes, leur singularité, leur originalité à travers les réseaux sociaux, à travers la vraie vie, aussi la scène, à travers en fait bah, les moyens d'expression qu'ils veulent, même l'écriture et même le podcast pour certains de mes clients. Et moi, j'ai créé ça il y a 2 ans parce que je cherchais un accompagnement qui réunisse justement toutes mes facettes. C'était un peu l'enjeu puisque du coup, pour continuer de présenter, à côté, j'ai aussi une casquette de comédien humoriste. J'incarne un personnage qui s'appelle Ginette, qui est une chamane quantique. Elle fait des vidéos sur JL. Elle fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Un spectacle aussi que j'ai créé, que j'ai joué. Donc ça, c'était une sacrée aventure. Et puis j'aime aussi chanter, je suis passionné de karaoké, hein, voilà, tout simplement, comme tous les gens qui me comprendront qui sont aussi passionnés de karaoké. Et j'ai aussi un goût pour, voilà, pour partager bah, mes centres d'intérêt, c'est-à-dire que je peux aussi parfois avoir une passion momentanée pour, momentanée, genre quelques années sur, je sais pas, le potager. Du coup, pendant un an, on va me voir poster sur mes tomates, puis après je vais passer au bougainvillier ou aux orchidées, tu vois. J'ai un petit côté aussi très, et puis passionné, bien sûr, ça reste depuis toujours, par les animaux. Les chats et les chevaux, ça a été une période de vie. Aujourd'hui, ça, c'est pas dans mon quotidien, mais les chats, oui. Donc voilà, c'est pour ça que je parle un petit peu de côté multi-intérêt, parce que je m'intéresse euh, à beaucoup de choses en fait. Dans une journée, j'ai plein de centres d'intérêt et dans une année aussi, différentes activités dans différents contextes et qui rendent ma vie euh, parfois un poil éparpillée, mais quand même avec une colonne vertébrale de cohérence qui est encore une fois, de traverser aussi les peurs de l'expression et du coup de l'exposition, d'être exposé aux autres, du regard de l'autre, tu l'as bien dit, tout ça. Donc, puisque pour oser se grimer en ginette, faire des blagues qui parodient tout le monde du développement personnel spirituel, pour oser chanter, alors que je suis pas du tout chanteur, je veux dire, j'ai ma petite voix à moi, voilà. Et pour oser aussi, dès le début de mes formations d'hypnose, avoir créé des audios d'hypnose, ça demande toujours de traverser le ah, pourquoi j'ose faire ça, enfin qui suis-je pour oser faire ça au final. Et c'est ça en fait pour moi la colonne vertébrale de ce que je fais et que j'ai envie, que j'aime quand les gens y vont en fait, ils ont peur mais ils y vont, ça me passionne, ça me nourrit totalement ça. Voilà. C'est incroyable, j'adore t'entendre en parler. Tu le vis en fait. Il y a vraiment quelque chose d'animé dans ce que tu es, dans ce que tu partages et dans ce que tu offres. Et lorsque j'ai commencé, moi, à cheminer auprès de toi, donc il y a maintenant quasiment 5 ans, je me disais, mais est-ce qu'on est toujours obligé de faire les choses dans le dur, tu sais, de se transformer, etc. Que ça soit parfois violent, parfois difficile, est-ce qu'on n'a pas aussi la capacité à évoluer, à cheminer dans ce qui est agréable, dans ce qui est joyeux, dans ce qui est naïf, dans ce qui est pétillant? Et pour moi, t'en es un exemple. Enfin, si j'avais besoin de quelqu'un qui l'incarne, c'est toi. Bah, je peux que être d'accord avec ça et en fait, et je vais confier quelque chose que je dis pas non plus très souvent, c'est que je peux aussi avoir dans mon caractère et dans ma vie et dans mes ombres, une part qui peut être assez triste, assez mélancolique par moments. Bon, j'ai jamais été diagnostiqué, on va dire, dépressif, mais j'ai passé quand même des périodes dans ma vie où c'était pas facile de me lever pour aller dans la vie, quoi. Et donc, il y a aussi ce truc, quand on ose, parce que c'est vraiment un mot qui, pour le coup, qui me passionne, écouter ce qui nous, mais voilà, ce qui nous donne de la joie. Pour moi, il y a un truc, c'est pas je veux être joyeux, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et puis en autorisant de le vivre, ah, je me rends compte que ça me file la banane, et sur le visage, il y a un vrai sourire, et dans le cœur. Et que ça peut être, oui, drôle, et qu'il y a aussi une dimension dans la vie, pas que, mais aussi une dimension de, ça peut être un jeu, en fait, de s'amuser à la vie, à décortiquer, à voir. Alors, des fois, ça pique, ça fait mal, tout ça. Je veux pas du tout en faire un déni. J'ai aussi été dans les thérapies des profondeurs avec le l'EFT, j'ai pas dit tout à l'heure, mais tu vois, de libérer les émotions,
de réparer les traumas, d'accueillir pleinement toute la dimension, toute la souffrance humaine. Mais à côté, si on peut se marrer, chanter, danser, cuisiner, mélanger des ingrédients, aller balader des chevaux au bord d'un lac, se faire des bananes chocolat au bord du feu, allons-y en fait. Enfin, tu vois, même s'il y en a qui vont dire, oh là là, mais ceux-là quand même, dis donc, ils se font pas chier quoi. Et Et ben ouais. bah ouais, vraiment. Parce qu'en fait, c'est quoi le risque? Et donc il y a un côté, effectivement, tu disais le mot naïf, il y a un petit côté peut-être enfant, on parle des fois de l'enfant intérieur, le jeu, J-E-U, s'amuser. Et je pense que la nature, Dieu, la création, a créé le jeu, je le vois chez les animaux, pour apprendre en plus. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'en fait, en jouant, on apprend. Et l'humain, il a cette capacité à apprendre toute sa vie, à se mettre au... Là, j'ai une de mes clientes, écoute, elle a 70 ans passés, je crois 73, elle se met à l'intelligence artificielle et au copywriting, je trouve ça génial, tu vois. Je me dis, ah, c'est génial, donc elle nous apporte toutes ces pépites d'intelligence artificielle. Et non seulement je trouve ça original, audacieux, contre-courant presque, un peu surprenant, mais ça l'amuse et elle dit, mais moi j'aurai jamais assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est cette période de vie un peu retraite, passionnée, que j'adore voir. Et c'est des exemples aussi, tu vois. Donc, toi, tu me dis que voilà, que je l'incarne, je pense, enfin, c'est dans tes yeux en tout cas. Mhm. Mais moi, je le vois aussi d'autres l'incarner, ça m'inspire. J'aime me relier à ces gens-là, à cette énergie-là et véhiculer ça. Ça, c'est clair et net. Un grand merci pour ça parce que effectivement tu le rayonnes en tous les cas et j'ai envie de vous partager et à toi peut-être spécifiquement mais quand tu parles d'oser, quand tu parles d'audace, je me souviens d'un mantra que j'ai eu en 2023. J'étais au Mexique et on devait plonger dans un cénote et l'idée c'était vraiment de faire l'expérience de renaître par les eaux et on criait un mantra. Et celui qui est venu, c'était ose, vibre, aime. Et quand tu en parles, en fait, c'est ça qui vient pétiller, quoi. Waouh, oui, bah c'est magnifique, bah bravo. J'ai aussi fait le Mexique et les cénotes, du coup j'ai des images. J'ai des images qui sont les miennes, hein, mais du coup je vois à peu près ce que ça peut être. Tu sautais d'une certaine hauteur, c'est ça, non? Ouais, tu sautais d'une certaine hauteur 5 mètres ou 9 mètres? je sais plus, non, c'était pas 9 mètres, c'était 3 mètres ou 6 mètres, mais Ah, 3 c'était mètres ou 6 mètres, ok. ouais, Un c'était autre, déjà une autre. C'est déjà énorme. bien vivifiant comme expérience. C'était assez magique et j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui demandait à être vivant chez moi aussi, tu vois, Ouais. de l'audace et d'oser exprimer ben, ce qui était, ce qui est là. Et je pense que le podcast en est un aspect. Ouais. Et voilà, j'avais très envie de te le partager, puis de le partager ici. Peut-être que ça donnera des petites graines. Écoute, c'est très drôle que tu parles de cette. Déjà, sur ces trois mots, je pense qu'effectivement, chacun est fort. Oser, c'est vraiment, dans ma définition, traverser la peur psychologique de faire un truc qui est. Ça dépend quoi, du coup, mais qui souvent n'est pas dangereux, par exemple, se rendre visible. Vibrer, chacun mettra un peu sa définition, mais c'est vrai qu'on voit quelque chose qui est un petit peu à l'opposé de quelque chose qui est terne. Il y a quelque chose qui vibre, ça bouge, c'est effectivement quelque chose qui est vibrant. Je pense qu'il y a une dimension aussi un petit peu émotionnelle derrière ça. Et puis M, ah bah oui, bah là, effectivement, des fois, moi, tu sais, j'aime bien parler. J'avais fait un petit Reels qui avait fait réagir parce que je disais, je crois pas trop en l'amour de soi, mais bien sûr que, enfin, je peux aussi défendre le contraire, mais en tout cas, je disais, l'amour, c'est aimer, en fait, c'est quand on aime les fleurs, quand on aime les gens, quand on aime les arbres, les animaux, ce qu'on fait, quand on aime, bah, en fait, on aime. Alors, après, s'aimer soi, bien sûr, il y a se respecter, prendre soin et tout, mais je veux dire, l'amour, il est quand même tourné vers notre environnement et ça nous rend aimants et du coup joyeux, et c'est super joli. Et ce que je voulais dire sur ces notes, c'est que moi aussi, j'ai eu un déclencheur et c'était la phrase j'y vais, mais j'ai peur. Se jeter à l'eau, parce que du coup, dans mon souvenir, c'était effectivement 5 mètres, 9 mètres, si ça se trouve, j'amplifie un peu, à la mode marseillaise. Mais en tout cas, il y avait un truc du. Je vivais l'expérience d'avoir super peur de sauter dans l'eau. A priori, c'était pas très dangereux. Mhm. Oh, bon, tout le monde sautait. Bon, le fond était suffisamment, voilà, profond. Et il y avait ce truc de le faire et de le refaire et de se jeter à l'eau, cette expression qui est des fois utilisée métaphoriquement pour plein d'autres choses de la vie. Et j'y vais, mais j'ai peur. Et en fait, ça m'aide pour plein d'autres trucs. Pour plein d'autres trucs, d'oser
Bah, des fois, voilà, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent lancer leur podcast et qui ont peur de pas savoir faire, de pas savoir quoi dire, de pas, bah, c'est j'y vais, mais j'ai peur, j'y vais. J'ai peur. On a tous peur quand on est un peu sensible et qu'on connaît pas, et c'est normal. Et c'est pas dangereux. À ne pas appliquer sur les choses dangereuses, d'ailleurs, entre guillemets, hein. Quand les choses sont dangereuses, c'est j'ai peur, donc je n'y vais pas. Ou je me prépare plus. Voilà, c'est un petit aparté parce que la peur, bon, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est quand même une émotion qui nous dit attention, danger, potentiellement. Voilà, Potentiellement. je rappelle. Et potentiellement, effectivement, ça nous dit attention danger, mais on finit par vivre avec la présence de cette émotion. Et peut-être que on pourrait aller explorer à ce niveau-là. J'avais une autre question, mais c'est pas grave, on va faire avec ce qui est vivant et ce qui est présent maintenant. La peur, il y a aujourd'hui plein de gens qui préfèrent rester dans des espaces où ils maîtrisent, où ils sont dans des situations, et je m'inclus aussi dedans parfois, dans des situations connues, mais pas très confortables, pas très vibrantes, pas très joyeuses, pas très, mais elles ont des contours qui sont connus. Comment tu fais pour accompagner le j'y vais mais j'ai peur, enfin j'ai peur mais j'y vais et le saut, le Ah. fait de se jeter à l'eau. Alors déjà, il faut effectivement que ces gens-là en aient envie, en aient conscience et en aient envie. Parce qu'il y en a qui sont dans ces zones-là et qui n'ont pas envie de bouger. Du coup, ça, bah, ils demandent pas, donc je m'en occupe pas, entre guillemets. Après, comment je fais? Eh ben, alors il y a plein d'étapes parce qu'effectivement, c'est pour le coup tout ce que j'ai construit comme accompagnement. Mais si je devais te résumer quand même les grandes phrases, en un, ça va être d'aller creuser le en quoi c'est vraiment important pour vous. Donc, avec cette question, on va aller taper un peu dans les émotions plus profondes. J'ai envie de ça, mais j'ose pas. Ok, mais en quoi c'est vraiment important pour toi? Eh ben, pour me réaliser. Ok, mais en quoi c'est vraiment important pour toi de te réaliser? Jusqu'à ce qu'il y ait presque plus de réponse mentale, jusqu'à ce qu'il y ait une émotion qui nous attrape et en fait qui nous mette en mouvement. Ensuite, d'identifier les endroits qui bloquent les peurs les plus précisément possible. Hier, par exemple, dans l'atelier, il y a une personne qui a dit, j'ai peur de me mettre à nu sur les réseaux sociaux parce qu'il y a mes proches. Je dis, mais ok, mais quels proches? Mes proches qui pourraient me juger. Ben, ma mère. Ah, ok, donc. Et t'as peur de quoi? Ben, en fait, j'ai peur que mes proches, en voyant ce que je fais, sachant que l'activité est tout à fait, voilà, classique, hein, ne m'aiment plus. Donc, on voit bien qu'on est dans des peurs irrationnelles. C'est la peur du rejet, au final. Et donc, en détricotant, on voit qu'il peut y avoir comme ça cette peur de transgresser le regard d'un parent, d'être du coup désaimé de lui, je sais pas si ça se dit désaimé, mais en tout cas d'être, ouais, de pas être appuyé, soutenu. Et là, c'est là où on rentre dans une zone de, ok, il y a une part qui a cette peur, qui est plus ou moins rationnelle, et puis une part qui a l'élan. Donc, et ça fait un truc comme ça là. Du coup, alors dans le podcast, on voit pas mes mains, mais je fais une image de balance où il y a une énergie en fait qui pousse d'un côté et une autre qui retient de l'autre. Mhm. Et alors moi, ma promesse, c'est jamais de dire on va éteindre les peurs et avoir une confiance en soi je sais pas, de Tony Robbins, qui est formidable hein, d'ailleurs hein, par rapport à ce qu'il fait bien sûr. Mais moi, mon jeu dans un premier temps, c'est de faire en sorte que s'il y a 51% de peur qui retient tout avec 49% d'élan, c'est que ça s'inverse pour que, même avec la peur, on y aille, on ose, on fasse un premier pas. Et dans ce cas-là précis, c'est bah, d'oser publier un truc de soi un peu intime sur les réseaux. Mais quand je dis un peu intime, je te dis, il y a des gens pour qui c'est déjà de parler de leur activité pro, c'est notamment quand c'est dans le bien-être, avec des choses parfois un petit peu soit spirituelles, énergétiques, des trucs comme ça, et qu'il y ait une tante qui soit très rationnelle et qui commence à peut-être nous juger, parce que c'est nous qui se le racontons. Donc voilà, je dirais creuser le en quoi c'est vraiment important, identifier les points de blocage, et ensuite les premiers petits pas. Et ça, c'est les chevaux qui me l'ont appris, c'est-à-dire que beaucoup de gens procrastinent leur vie parce qu'ils voient la montagne, ils voient là où ils en sont, et puis du coup, bah, c'est trop, le gap est beaucoup trop important. Donc il faut absolument décomposer en une multitude de petits pas, et quel est le prochain petit pas, avancer à pas compter. Et de se poser la question chaque jour ou chaque semaine, parce que ils n'ont pas que mon accompagnement dans leur vie non plus. Donc chaque semaine, tous les lundis, je leur dis, ok, quel est l'engagement pour cette semaine? Le premier petit pas en zone orange. Tu veux que je te parle de mes trois zones du coup, ou ça va faire trop Vas-y, en ouais, ouais, école? non, prends le... Vas-y, parle des Parce zones que oranges. moi, dans mes métaphores, la zone dont tu parlais tout à l'heure, c'est la zone du connu, du familier, mais qui des fois Mm. est un peu grise et un peu terne et nous rend pas vraiment heureux, mais au moins elle nous protège. J'appelle ça la zone verte.
Allez savoir pourquoi, c'est la zone verte dans ma tête. La zone d'exposition trop importante, qui va nous faire trop peur, c'est la zone rouge. Du coup, on n'y va pas en zone rouge parce que quelqu'un qui est jamais sorti de son village, aller se faire un voyage de 2 mois en Inde en mode sac à dos, ça peut, hein, mais c'est peut-être un peu, pour lui, ça peut être un peu costaud. Donc déjà, de partir avec un ami dans une ville d'Europe, pas trop loin, Espagne, Italie, hop, ça peut déjà être la zone orange, qui est finalement la zone où la magie opère, où on a quand même des points de repère, où on n'est pas trop en surchauffe, pas trop exposé, mais où on sort de la zone du confort. Donc en fait, on prend soin de soi, on fait un pas dans une zone de l'inconnu, ou alors aller faire un cours d'impro dans un centre de vacances. Euh, Bah effectivement, ça peut être un premier pas, surtout si on prend le niveau débutant, quand on n'a jamais fait, avec un prof en plus qui peut être un peu fin au niveau psychologie. Alors là, ouais, se balancer dans un, je sais pas, dans un concours sur scène directement avec 500 personnes dans le public alors qu'on n'a jamais fait, ça va être trop. Donc, trouver ces petits pas qui sont accessibles, qui sont possibles, qui sont pas dangereux, mais qui vont quand même nous faire un peu peur. Et petit à petit, avancer comme ça. Moi, c'est ma méthode que j'ai appliquée sur les chevaux, que j'applique sur les enfants de 4 ans quand ils ont peur des chats, et que j'applique sur les personnes de 73 ans quand elles veulent oser parler de l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. C'est la même méthode, c'est l'exposition progressive et répétée en prenant soin de soi et en s'amusant. Paf, emballer c'est pesé, j'ai résumé le truc, je suis très content, c'est très clair, je crois. C'est magnifique, c'est extrêmement clair et c'est aux petits oignons. Pour l'anecdote, c'est rigolo parce que tu es habillé en vert et je suis habillée en orange. Il n'y avait pas de préméditation là-dedans, mais ceux qui Non, verront la vidéo sur YouTube auront ouais, c'est vrai. Alors, on m'a offert cette la... chemise verte pour mon anniversaire, je l'adore. Et après, c'est vrai que j'aime toutes les couleurs de la vie. Et en plus, moi, je suis toujours capable de tout défendre. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que, par exemple, je vais voter pour aller dans la zone orange, se mettre. Mais il y a des périodes et il y a des moments de vie où, en vrai, on est très bien dans notre zone de confort et c'est bien d'y rester. Parce que des fois, tu sais, c'est dans les injonctions paradoxales du développement personnel. Il y en a qui vont se dire, ah non, mais moi, je suis trop dans ma zone de confort. Il y a des moments où c'est bien, en fait, de rester aussi, de ne pas briller. Moi, j'ai un de mes modules dans ma formation qui s'appelle Oser ne pas briller. Tu vois, et en plus, souvent, je le fais vers la fin. C'est en fait pour aussi calmer tous les challenges qu'on se met, toutes ces injonctions internes à toujours sortir de notre zone. Des fois, quand on est dans notre zone verte, ça peut être des moments aussi où on se recharge, où on se régénère, où on se calme, où on incube à l'intérieur de soi des potentiels voilà, projets et idées de zone orange à venir. Mais c'est vrai que c'est triste quand les gens en fait, quand les gens s'aigrissent, tu vois. Euh, et moi, je sais que, tu vois, par exemple, j'ai un peu éloigné de ma vie des gens que j'ai identifiés comme rabat-joie. Ce mot, le jour où j'en ai pesé la densité, j'ai dit, je veux plus de ça. Et toujours bien intentionné, hein, mais les gens autour de moi, quand j'avais un enthousiasme qui venait me le couper, mais ça suffit ça. Donc, pour me laisser du coup dans ma zone verte toute ma vie, non, hors de question en fait. Voilà, j'ai des envies avec un E majuscule qui me rendent joyeux. Et du coup, même si, bah, pour certains, c'est un peu farfelu ou je sais pas quoi, et bah, j'ai pas envie enfin, j'ai pas envie de ça autour de moi, tu vois. Voilà, c'est ce côté rabat-joie. C'est vraiment un mot fort. Ouais, il a une densité vraiment lourde en fait, tu vois, Oui, il a vraiment eh dans oui, l'énergie quelque chose qui est plombant en fait, ouais. qui vient éteindre et écraser. Et je trouve ça précieux aussi dans les recommandations finalement, en général, d'avoir cette attention ou cette vigilance sur comment vous vous sentez ou comment on se sent en présence de quelqu'un. Et puis parfois ça nous demande tellement de petits pas pour sortir et puis Ouais. pour oser rayonner. Et puis il y a quelque chose qui nous enthousiasme. Et puis c'est pas reçu, mais au-delà de ça, c'est éteint. Voilà. Peut-être de prendre des dispositions pour être dans des espaces où ça a la possibilité d'être accueilli et de fleurir. C'est précieux. Moi, j'ai envie de revenir sur ma question de ton parcours parce que aujourd'hui, tu as ce rayonnement, tu accompagnes les personnes et au-delà d'être accompagné, finalement, moi, c'est vraiment ce que je capte de toi dans ton message,
dans tes propositions, dans ce que tu mets en avant et dans la façon dont tu contribues quelque part. Mais comment est-ce que ça fait, enfin, c'est quoi ton histoire pour avoir envie et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Euh, Bah, en fait, en toute franchise, déjà dans mon parcours pro, j'ai souvent... enfin, alors, bon, il y a eu ces périodes où j'ai vraiment écouté mes élans. Donc, par exemple, j'étais passionné des chevaux, je suis allé dans le monde du cheval, j'ai eu mon premier parcours dans le monde du cheval. Ok, trop bien, avec beaucoup de difficultés aussi, mais j'ai réalisé quelque chose. Après, je me suis passionné par l'hypnose, j'ai été passionné, je me suis formé, j'ai pratiqué. Et on m'a souvent proposé des choses, donc j'ai travaillé comme formateur, et tu m'avais rencontré là. Et en fait, bah, au bout de 8 10 ans de pratique, d'être formateur en hypnose spirituelle en plus, j'ai eu une petite lassitude à l'intérieur. C'était franchement hyper confortable. Et le rythme de vie, et le salaire, et les gens que j'en rencontrais, et mes collaborateurs, les instituts qui me faisaient travailler. Enfin, franchement, c'est des gens, enfin, déjà, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude pour eux. Je garde un lien très fort. Je vais bientôt interviewer d'ailleurs une des personnes qui m'a fait beaucoup travailler. Mais j'en avais un petit peu marre à l'intérieur. J'étais lassé. Donc, j'en voyais d'autres qui créaient. Tu vois, il y a une dimension créer, donc entreprendre autour de moi, dans les amis, et tout ça, un ami entrepreneur en ligne et tout, et je me disais, moi j'aimerais bien créer mon programme en ligne et tout, mais c'était un peu nébuleux. Et puis un jour, il y a une personne qui me dit, bah écoute, moi j'ai fait cet accompagnement d'un tel, et franchement c'est bien, ça dure un an et tout, je te conseille. Et j'ai été voir, ça coûtait une fortune, j'ai fait, oh, je n'avais même pas du tout les moyens. Et puis en fait, j'ai quand même pris contact et je me suis quand même débrouillé, puis j'ai eu un petit coup de pouce familial aussi à ce moment-là. Mhm. Et je me suis inscrit. Et je me suis inscrit dans un programme d'un an pour apprendre à lancer mon truc. Mais je suis arrivé avec une idée, quoi. C'était se libérer du regard des autres. Ok. Et j'ai en même temps, mais j'ai pris un risque énorme quand j'y pense, je me dis, mais ça va pas bien. En même temps, j'ai dit aux instituts, bah, je vais arrêter en fait. Et voilà. Et je me suis senti bien après avoir posé ça, mais alors que j'avais plus de travail en fait. Quasiment. Parce que j'avais pas l'intention de reprendre non plus les séances individuelles hein, d'hypnose. Mais dans ma tête, quand j'étais dans les moments angoissés, je me disais au pire, je réouvre un peu aux séances individuelles, ou au pire, je retourne curer les box des chevaux dans les écuries, j'en sais rien, tu vois. Et j'ai cheminé avec des super coachs et des super participants, comme moi, j'ai fait plein de belles rencontres, c'était il y a 2 ans ça, en cheminant sur apprendre un format, ça m'a vachement intéressé parce que du coup j'avais un besoin de stimulation, je pense très fort, au niveau réalisation pro, et après, ben, trouver ce truc où moi, je peux réunir toutes mes facettes, et je ne sois pas sous une marque ou sous finalement, oui, une entreprise avec sa propre énergie dans laquelle je dois me fondre. Parce que je suis du coup un représentant, j'avais plus envie de ça. Et voilà, j'ai osé, j'ai créé, j'ai lancé, avec une méthode en plus qui était assez sympa, c'était dans leur coaching, c'était d'abord vous créez un concept, vous le vendez et après vous le créez. Je dis, ah, pardon? Oui, tu conceptualises une offre vraiment claire, tu la vends, et après tu la crées une fois que tu as les gens. Avec des membres fondateurs, qui sauront qu'ils sont des membres fondateurs, du coup, à un prix tout à fait en dessous du prix normal. Et j'ai fait ça, il y a 2 ans. Et j'ai fait un webinaire à l'arrache, sur Zoom, j'ai posté sur Facebook, et j'avais pas de slide, j'avais des fiches Bristol, j'avais mal géré mes salles, il y avait des gens qui ouvraient leur caméra, leur micro, des gens dans la salle d'attente, je gérais tout, c'était le bordel, pas possible. Mais il y a eu plein de demandes et j'ai lancé un premier accompagnement avec 17 premières personnes qui se sont inscrites. Magnifique. Et on l'a Avec 17 créé. premières étoiles. Et on l'a créé semaine après semaine. C'est-à-dire qu'on avait rendez-vous toutes les semaines en live et je créais avec ce qu'elle me demandait, avec les idées qui me venaient, avec quand même un axe qui était estime, affirmation, confiance en soi. Mm. Et avec un volet, bah oui, oser se montrer, et un volet guérir un petit peu les blessures d'humiliation, globalement. Parce qu'il y avait un petit côté un peu comme ça. Et maintenant, ça a bougé. Je me suis rendu compte petit à petit, toujours en mode itération et amélioration des besoins. Et moi, toujours de m'amuser. C'est-à-dire qu'on finit tous les mardis soirs avec un karaoké. Il y a toujours un volontaire qui chante le mardi soir pour terminer l'atelier du mardi. Ça, j'ai gardé ce rituel, j'adore. S'il y en a un vraiment qui veut pas,
parce qu'il a peur, peur, peur et que ça le met en rouge, il le fera pas. Mais Mm. en général, ils y vont et c'est super chouette. Par exemple, tu vois. Et puis je fais intervenir plein de pros que moi j'admire, que j'aime aussi écouter et voir, donc que ce soit sur la dimension marketing, qui est un peu tabou chez en général mes clients et mes clientes, sur la dimension réseaux sociaux et sur la dimension même vidéo, que j'adore. Voilà. Donc ça c'est venu comme ça, pour pouvoir m'amuser, pour pouvoir, je leur fais faire des challenges ludiques, des challenges émouvants, et c'est au service de déployer un projet, qui soit perso, loisir ou pro, même si je tombe pas dans la case business coaching. Voilà, pour faire c'est clair. J'ai bien répondu sur comment ça m'est venu, en fait, je t'ai donné les étapes. Oui, ouais, c'est hyper intéressant, c'est beau, tu vois, cette progression, et puis de voir que tu ne te lances pas avec l'idée de la version 50 avant d'avoir vécu, avant d'avoir honoré le projet 1. Et c'est parce que tu t'es lancé, c'est parce que tu t'es mis en mouvement et puis que tu as... Moi, j'ai vraiment cette idée de laisser la vie te traverser. Tu parlais d'envie tout à l'heure. C'est ce qui est vivant en toi et que tu exprimes. On parlait d'expression. Ouais. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça que je t'entends et que je te vois faire à travers ton partage. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'inspirant dans ce parcours-là aussi. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est que c'est en même temps, ça a été super difficile. C'est-à-dire, c'est comme la scène, le spectacle, on voit que le côté drôle, Ginette, monter sur scène et tout. Bon, en vrai, les sketchs sur Internet, c'est vraiment que du plaisir. C'est, je les tourne chez moi, je les monte, je les poste. Mais alors, le monter sur scène, mais c'est tellement la veille, les 2 heures qui précèdent, mais on veut pas. Et créer, s'entreprendre professionnellement, comme je l'ai fait là, ça a été vraiment, vraiment angoissant à des moments, vraiment difficile à des moments. Parce que par exemple, je fais un premier webinaire, il y a plein de gens qui veulent s'inscrire. Du coup, bah, je finis ma cohorte 3 mois plus tard, je relance, je refais un webinaire, peut-être un peu en mode excès de confiance, et là, donc, j'ai quasiment aucune demande. Mais je me suis dit, parce que je suis un peu drama aussi à l'intérieur de moi, je me suis dit, bon, bah, la vie est terminée. En fait, c'était un coup de chance, parce que ça passe par des appels. Je fais un webinaire, après les gens prennent des appels, et puis après, bah, ils s'inscrivent ou pas. Et là, je fais un webinaire, quasiment aucun appel, genre. La première fois, j'avais eu 20 appels de bouquets directement après le webinaire. Là, 4. Dont les premiers, c'était des vraiment curieux qui voulaient juste me parler, mais ils ne pouvaient pas s'inscrire. Donc j'étais là, ah! Ah! Et ça, c'était la V2. Ah, je m'en souviens, c'était en juillet. Le jour même, j'avais un dégât des eaux chez moi, le jour du webinaire et tout. Enfin, et c'est des moments où vraiment à l'intérieur, c'est super difficile parce que c'est dans ma tête, je joue mon année, tu vois. C'est vrai, je te dis, je dramatise un poil des choses. Et alors qu'avant, c'était super confortable. J'arrivais, j'avais mes élèves, je les découvrais le jour J. Ils me disaient, tout un combien? 8, 10, 12, 15, ok. J'avais 6 jours de travail, je connaissais mon truc. Après, c'était terminé, charge mentale zéro. Souvent, j'avais bien fait mon taf, du coup, j'avais des bons retours. J'envoyais ma facture. Maintenant, je gère tout. Et il y a une part de moi qui voulait ça, donc je suis content, fier aussi. Et une autre qui des fois, enfin, je me dis, mais qui tu vas te mettre dans quelque chose de dur? Et en vrai, il y a cette satisfaction de relever aussi un challenge et du coup de se réaliser. Et le pire, c'est que je le choisis pas à l'intérieur de moi d'avoir ces élans. Je contrôle pas d'être lassé de quelque chose au bout de 7 ans ou 10 ans. Dans ma tête, je me dis, bah non, bah pourquoi tu te lasses? C'est bien, continue. Enfin, mais je suis lassé. Donc je me l'avoue, en fait, je l'assume. Et j'y vais. Et le pendant au côté difficile, c'est que c'est hyper stimulant. C'est beaucoup de rencontres et c'est beaucoup de petites épreuves. Il n'y a pas de quoi écrire un livre drama sur le fait d'avoir pas eu beaucoup de calls pour mon deuxième webinaire, tu vois, mais c'est quand même une épreuve qui m'a fait apprendre, qui m'a fait mettre le nez dans, ok, bah, comment on améliore vraiment ce fameux webinaire, cette conférence, pour que ce soit plus clair, que ce soit plus palpable pour les gens, avec aussi des dimensions marketing, des arguments qui peuvent plaire un peu plus, convaincre un peu plus, et des témoignages, enfin tout un tas de choses en fait que j'ai appris. Et du coup, épreuve, apprendre, apprendre, apprendre. Et aujourd'hui, quand même, en plus là, je suis dans une période cool parce que là, je viens de lancer un cinquième groupe qui est plein, avec des super énergies, que j'ai des super collaborateurs, que Noël arrive. Donc là, je suis plutôt dans une période où je savoure aussi, je récolte un peu les fruits, tu vois. Mais Ouais. voilà, du coup, il y a tout ça, en fait, dans ces parcours de vie. Mm. C'est hyper beau et c'est inspirant, tu vois, de voir aussi comment c'est de ton côté à toi et que tout n'est pas toujours
tel que ça pourrait être projeté ou d'une façon un peu illusoire. Ouais. M- Merci beaucoup pour tout ce que tu as témoigné. J'ai une question peut-être avant de te laisser partir. Enfin, j'en ai deux. Je me demande, tu nous as partagé de quelle façon est-ce que tu avais, toi, accompagné les chevaux. Tu vois, cette notion de pas à pas. Et je me demandais, c'est une question que j'ai depuis que je t'ai contacté pour le podcast, est-ce que tu as un enseignement, une sagesse que eux t'ont transmis en étant à leur contact? Je parle vraiment de eux plutôt que du milieu, parce que je sais pas pourquoi, mais elle résonne cette question et j'ai envie de te la poser. Le premier truc qui me vient, c'est rigolo parce que c'est comme ça que cette notion a été conscientisée chez l'humain, c'est avec des animaux, c'est la compréhension profonde des conditionnements. Donc ça vient de Pavlov, la compréhension dans les livres de psychologie, qui a travaillé avec des chiens. Je vous invite à aller voir un peu ses travaux, les gens qui écoutent. Et moi, j'ai vraiment compris le conditionnement avec un cheval, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on lève la main devant un cheval et qu'on lui met une claque, parce que dans les milieux du cheval, il y avait beaucoup de brutalité, et ben le cheval, il reçoit une douleur, il a peur, il se jette en arrière, et après, quand il voit quelqu'un d'autre lever la main, il refait ce geste par protection. C'est conditionné, c'est un stimulus et une réaction. Et moi, ce que j'ai appris, c'est le déconditionnement. C'est comment je peux lever la main et que le cheval, il approche sa tête pour recevoir une caresse. Et c'est ce passage-là qui m'a passionné, absolument passionné. À savoir que dans les réactions, il y a des réactions qui sont donc conditionnées, ça veut dire apprises par notre expérience, et il y a aussi des réactions qui sont naturelles par rapport à la peur. Donc moi j'ai appris avec ces bêtes à leur faire traverser la peur. Je te donne un autre exemple. Pour les aider à monter dans un camion, à la base de base ils ont peur parce qu'ils connaissent pas et c'est pas dans leur instinct. Donc c'est pas un conditionnement, c'est leur programme. Ils voient un camion, ils connaissent pas, ils montent pas dans un camion, ils sont faits pour être dans les pampas avec les autres et à galoper dehors dans l'herbe. Donc monter dans une boîte en fer rectangulaire, petite et sombre, hors de question. Donc à la base ils ont peur. Qu'est-ce que font les gens dans le monde du cheval? Ils les tapent ils les contraignent pour monter dedans. Donc ils finissent par monter dedans. Là il y a le traumatisme qui se crée. Et moi après on appelait Bibi. Ah mon cheval veut plus monter dans le camion. Donc ça c'était mon travail, de faire le pas à pas pour que chaque pas que le cheval fasse, il puisse traverser son stress, se relâcher, prendre confiance, cadrer, pour déconditionner cette réaction et qu'à la fin, il puisse monter détendu dans le camion et le répéter. Et en fait, cet apprentissage-là, ben, je l'ai décliné quand je parle d'exposition progressive et répétée en prenant soin de soi et en s'amusant. La touche en s'amusant, ça je le rajoute parce que du coup, je préfère la vie en s'amusant, tu l'as compris, que en s'emmerdant. Mais c'est vraiment ça. Et donc voir ces chevaux, comprendre ouais, bah, les instincts, ça c'est très intéressant. Et peut-être encore un autre truc, maintenant que puisque tu as ouvert la porte avec cette question, c'est ah ouais, une autre grande sagesse. Donc la première, c'est vraiment conditionnement, déconditionnement. La deuxième énorme, c'est les notions de besoin fondamental. Parce qu'alors, croire avec les livres de spiritualité, de développement personnel, que tout est à l'intérieur de soi, que gna 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 gna, je l'ai fait pendant des années. Euh, Bon, je trouvais ça joli, hein, ça m'a fait découvrir plein de trucs, mais il y a un autre truc beaucoup plus animal, c'est les besoins fondamentaux. Donc un cheval, à la base, il a trois besoins: manger de l'herbe, être dehors et être avec les autres. Et du coup bouger, faire 17 kilomètres par jour dans les livres d'éthologie. Qu'est-ce qu'ils font les humains? Ils les attrapent, ils les mettent dans des petites boîtes de 3 mètres par 3 qu'on appelle des box, sur de la paille, de blé, avec des granulés industriels et bien isolés des autres. Ils les sortent 1 heure par jour quand ils ont de la chance. Et les chevaux développent des problèmes de comportement. Donc après, on fait venir des gens pour les calmer, on leur donne des vitamines, du magnésium, des petites pâtes pour les ulcères à l'estomac. Euh, Il y a un problème, c'est que à la base, dans le programme du cheval, il a trois. Alors, il n'a pas que trois besoins, mais je prends vraiment trois trucs principaux, évidemment. C'est être dehors, dans l'herbe, manger de l'herbe, et avec les autres, donc besoin de lien, de groupe, et puis de mouvement. Donc, ces besoins fondamentaux. Et donc, les humains, quand on devient barjot,
bon, bah, il y a peut-être, on est des héritages, quand je dis Barjot, c'est dur, mais quand on développe des pathologies comportementales, psychologiques, psychiatriques et autres, il peut y avoir des choses héréditaires, ça c'est clair, et il y a des choses aussi environnementales. Une question à se poser, c'est qu'en est-il de mes besoins fondamentaux? Et est-ce que je les connais? On ne les apprend pas à l'école, on apprend Vercingétorix, et puis à faire des racines carrées de 12 et des fonctions, mais les besoins fondamentaux d'un être humain, qui est par exemple, bah déjà, je sais pas, le repos, quoi, se reposer. On voit tous les burn-out, alors il y a les repos nerveux et puis physiques, hein. Le lien, les relations de qualité, le mouvement aussi, c'est tout court, hein, mais même dans plein de thérapies par rapport à la déprime et au côté psychologique, bah déjà, bouger, quoi. Enfin, Servan-Schreiber, elle écrivait dans son livre, faire 3 fois par semaine un peu de cardio, déjà, ça a des effets prouvés par la science. Et donc, se poser cette question, je vais pas faire le cours là sur les besoins fondamentaux, parce qu'il y en a quand même une liste pour les êtres humains, mais des fois, on pourrait presque se faire tu sais, une espèce euh, ah mince, j'imagine comme une prise de sang avec tac, tac, où est-ce que j'en suis? Et bah du coup sur mes besoins fondamentaux, tu vois, euh, parce que des fois on se sent seul, mais parce qu'on est seul, donc en fait c'est pas trouver la... Enfin, à part des bouddhistes qui adorent aller vivre 10 ans dans des grottes pour vraiment vivre une autre expérience, mais sinon on a besoin de liens et avec des gens de qualité pour partager, pour être écouté, pour se toucher, besoin de contact, on l'a vu pendant le Covid. Bien sûr, ça prévenait les gens de transmission, mais il y avait aussi des carences en fait en termes de contact humain physique. Complètement. Mm. Donc moi je sais que quand j'étais célibataire, puisque dans le couple il y a souvent du contact, et ben j'avais vachement besoin d'être massé. J'allais faire des retraites ayurvédiques, j'avais vraiment, j'allais même chez les ostéos, chez les kinés, tout, j'avais besoin d'être touché. Et je savais je sentais que j'avais, au-delà du besoin des fois thérapeutique si j'avais mal au dos, j'avais ce besoin de contact là. Et donc besoins fondamentaux. Et les chevaux, ils vont bien, un peu comme les chats d'ailleurs. À ce niveau-là, ils m'apprennent pareil. Les conditionnements avec les chats, je sais pas pourquoi, j'ai encore un mystère, ça marche pas très bien pour moi. Mais par contre, au niveau instinct, pas de souci. Je n'arrive pas à les déconditionner, par exemple, de venir voler des trucs sur la table, par exemple. J'ai essayé au départ, hein, faire la méthode des chevaux. J'ai une minette qui me regarde en mode, tu crois que tu vas m'expliquer comment marche le monde en fait? Ben pas du tout. Ça Bon, te regarde. le chat n'est pas une proie déjà, c'est un prédateur et bref. Je m'éparpille un peu dans mes pensées, mais en tout cas, ouais, les besoins fondamentaux, les besoins fondamentaux, et aussi, attention, alors du coup je mets un warning, parce que comme j'ai vraiment approfondi le truc, c'est qu'un cheval qui a vécu 15 ans dans un box avec ce système que je décris, qui n'est pas fait pour lui, mais qui s'est adapté, avec ses petites pathologies quand même, mais quand même adapté, si on lit le livre des besoins fondamentaux et qu'on le jette au pré avec d'autres dans l'herbe, euh, il se fait taper par les autres, il maigrit, il saute la clôture, il retourne dans son box, hein. Et ce warning-là, il parle aussi des transitions, des adaptations, des habituations, et qu'on peut pas non plus prendre une règle et l'appliquer comme ça, bam, parce que voilà, c'est la grande sagesse et tout, et que c'est comme ça. Donc, tu vois, entre notre adaptation à un monde qui, des fois, sur certains points, va à l'encontre de nos besoins, mais on peut s'y habituer. En vrai, un cheval, quand il est habitué au box, et que l'hiver, quand il fait hyper froid, et il a peut-être un peu la grippe, bah, qu'il puisse passer un peu de temps dans un box bien chaud, isolé des autres à un moment, mais parce qu'il connaît ça, parce qu'on lui a appris, et ben ça peut l'aider à guérir, de lui donner des aliments un peu industriels, mais plein de vitamines pour se retaper. Tu vois, je, je parle de quelque chose et je peux aussi amener un contre-argument parce que, attention, en fait, avec les grandes règles trop figées, mais en tout cas, les besoins, de quoi tu as besoin. Et ça, c'est une question que je pose aux gens, que je me pose sur moi, que je me pose sur les animaux, vraiment quand il y a quelque chose qui dysfonctionne et que les chevaux m'ont appris. C'est hyper intéressant et merci pour tout ce que tu viens de nous offrir, parce que je pense qu'il y a vraiment des clés essentielles pour reprendre soin de soi et prendre sa vie en main. On parlait donc des besoins fondamentaux qui sont, à mon avis, le premier socle. On a besoin de stabiliser ça avant d'aller faire un TEDx, peut-être par exemple. Mais il y a aussi, tu parlais des zones vertes et des zones oranges tout à l'heure, et il y avait un mot qui me venait par rapport au fait de rester parfois dans cette zone verte, c'était d'intégrer tout ce qu'on avait peut-être besoin d'intégrer à un moment pour passer au pas suivant et de pas négliger cet aspect-là et ce besoin de se déposer, de se reposer et en plus la saison s'y prête particulièrement.
On est en fin d'automne, l'hiver arrive. Et voilà, je trouve qu'il y a un joli équilibre, peut-être une harmonie à trouver entre être et faire, entre le repos et puis l'action. Mais je vais même te dire, elle est totalement prouvée, cette notion. C'est-à-dire que j'avais appris ça à la fac de sport, moi. Quand tu vas faire du sport, bah en fait, c'est quand tu te reposes que ton corps se développe, se renforce. Pendant le sport, en fait, on déséquilibre un peu le système, on abîme un peu, entre guillemets, enfin, pas on abîme, ça serait pas le bon mot, mais on fait chauffer un peu les articulations, les muscles et tout, et c'est pendant le repos que il y avait un mot que j'avais appris, ça s'appelait la surcompensation. Bon, bah, que le corps, il se développe. Donc, évidemment, c'est très important de sentir, et ça va être propre à chacun, je te rejoins complètement là-dessus. Ça peut être à l'échelle d'une année avec les saisons, ça peut être à l'échelle d'une semaine, à l'échelle peut-être même d'un chapitre de vie. Il va y avoir des périodes d'exploration, d'ouverture, de j'y vais, j'ose, je teste, je fais plein de trucs, et des périodes de je me replie, j'intègre, je me ressource. Et donc, encore une fois, c'est de quoi j'ai besoin. Et si on peut vraiment, enfin, j'aimerais qu'on se transmette ou qu'on nous apprenne à l'école à se poser nous-mêmes la question. De quoi j'ai profondément besoin et de laisser venir justement, peut-être intuitivement. Je pense que les animaux, quand ils n'ont pas été trop, alors conditionnés du coup par tout un tas d'apprentissages, ils le sentent en fait. Et moi, mes chats, quand ils sont fatigués, ben, ils n'ont pas besoin de se dire à l'intérieur de quoi j'ai besoin, à l'intérieur de moi, tu vois, ils s'allongent et puis ils obéissent. Bon, après, ils n'ont pas les contraintes qu'on va avoir, je vais pas tout comparer non plus avec les chats. Mais oui, absolument. Et du coup, même si c'est... Et puis après, tu parlais des besoins fondamentaux, effectivement, il y a quand même une hiérarchie, avec déjà un toit, à manger, se chauffer, voilà. Se réaliser. Et puis après, dans des besoins des fois de réalisation, tu vois, la survie quand même en un, hein. Je pense qu'effectivement, dans des pays en guerre, ils se posent moins la question de leur publication Instagram de demain, tu vois. Et puis, la vie. Une fois que tout en survie, voilà, est bien, ben, qu'est-ce qui me rend vivant en mode réalisation? Comment je me réalise? Et donc, c'est vrai que faire une conférence, un TEDx, ça peut être un joli projet pour quelqu'un qui a vraiment un message à donner et qui déjà a pu stabiliser quand même des trucs de vie où ça va. Mettre les priorités, c'est une question aussi de priorité. De même, un cheval, avant d'aller l'entraîner, ben, on vérifie qu'il soit en forme, on lui donne à manger, enfin, qu'il faut qu'il soit déjà, si on récupère un cheval un petit peu amaigri, un petit peu blessé, d'abord on le retape et après on l'entraîne. Un immense merci, Benjamin, pour ta présence et pour ta générosité pour cet échange et ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous partager de quelle façon est-ce qu'on se relie à toi, sur quel lien, plateforme? Je mettrai les infos en barre, mais que tu puisses simplement diffuser. Oui, avec plaisir. Moi, j'ai un compte Instagram où je publie quand même pas mal de choses, donc benjamin.nerial, tout simplement. J'ai aussi une chaîne YouTube, ça s'appelle aussi Benjamin Nerial, donc c'est vrai que c'est assez facile à trouver normalement. Bien sûr, vous trouverez Ginette en tapant Ginette aussi, Ginette officielle sur Instagram. Et sur Facebook, j'ai essayé de changer pour harmoniser les noms, mais sur Facebook, elle s'appelle encore Ginette fait des vidéos. Voilà, depuis que j'ai créé cette page, j'ai jamais réussi à changer le nom, mais ça fait partie de mes projets pour remettre Ginette officielle, ça me fait rire parce que comme c'est pas très connu quand même et que c'est Ouais. normalement mais officiel sur les gens très connus, ça m'amuse beaucoup ce petit décalage. Bref. Et puis je suis aussi sur Facebook avec mon nom aussi, donc vraiment sur les réseaux sociaux, on me trouve facilement. Venez vous abonner, comme ça vous êtes un petit peu au parfum des actus quoi. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci Barbara de ton invitation.